Eh bien, bonjour à tous sur la chaîne de la Psychiatrie du Soleil, plus particulièrement aux étudiants en psychiatrie de Marseille, mais à tous ceux que ça peut intéresser. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du rétablissement. Donc, le rétablissement, c'est une notion qui est arrivée en psychiatrie et qui questionne profondément la psychiatrie. Donc, les objectifs de ce cours, c'est d'abord de savoir que le rétablissement des troubles psychiatriques sévères est possible et qu'il est répandu, contrairement aux croyances habituelles des psychiatres, mais aussi de la population générale qui pense que souvent les maladies psychiatriques sont chroniques, sont incurables. C'est aussi comprendre le sens de ce terme de rétablissement, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi de comprendre les trajectoires, c'est-à-dire les parcours de vie, les parcours de rétablissement des personnes qui connaissent des troubles psy. Et enfin, un objectif de comprendre en quoi le rétablissement, en quoi cette notion va questionner la psychiatrie actuelle. Alors mon plan, je commencerai par quelques petites remarques préliminaires. Je passerai par des petits propos historiques, quelques définitions, les étapes du rétablissement, les facteurs qui favorisent ou qui défavorisent le rétablissement, et enfin, en quoi le rétablissement constitue un changement de paradigme en psychiatrie. On verra un petit peu l'opposition avec les propositions du rétablissement et la psychiatrie actuelle. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que les psychiatres ont une vision biaisée des troubles psychiatriques? Alors, tout d'abord, les psychiatres ne voient qu'une toute petite partie des personnes qui ont des troubles. On estime que les psychiatres voient maximum 20% des gens qui ont des troubles psychiatriques. La plupart des gens, finalement, gèrent leurs troubles psychiatriques dans la communauté, chez eux, avec leurs proches. Ils ne sont pas étiquetés comme ayant des troubles psychiatriques. Parfois, ils vont voir leur médecin généraliste, parfois non. La formation des internes, par contre, elle se déroule à l'hôpital, donc pas du tout dans la communauté. Eux-mêmes, ils peuvent avoir des troubles psy ou connaître des gens qui ont des troubles psy, mais en tout cas, on les forme à l'hôpital, c'est-à-dire auprès de personnes qui sont en crise, qui ont des troubles décompensés et qui ont la plupart du temps des troubles qui seront plus graves ou plus détectés que la plupart des troubles psy. Donc il y a une espèce de biais de sélection euh, et donc les internes voient les personnes surtout quand elles vont mal. Ils les voient peu quand elles vont bien, dans les consultations de suivi et sur le long terme. Et enfin, le CMP, le secteur psychiatrique, est très organisé autour d'un service hospitalier. On a vu un glissement, le principe fondateur du secteur était d'être tourné vers l'ambulatoire, avec 80% d'ambulatoire et 20% d'hospitaliers. Progressivement, il y a eu un glissement, pas dans tous les secteurs, mais dans un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, la psychiatrie publique française est beaucoup organisée autour des services hospitaliers. Et donc, de la même manière, les psychiatres hospitaliers voient les personnes qui sont au plus mal et celles qui reviennent très souvent. Et donc, du coup, on pense que finalement, les psychiatres sont ceux qui ont le plus tendance à surestimer la gravité des troubles psychiques. C'est aussi ce qui explique qu'il y a une croyance finalement qui reste en l'incurabilité des troubles psychotiques, par exemple. Alors, cette croyance, elle existe aussi évidemment dans la population générale. Donc ça, c'est un petit dessin d'un blog, le blog qui s'appelle Ta gueule Boris, qui est un blog absolument excellent, animé par Bouclette. Donc en fait, elle explique que c'est rare de trouver des malades rétablis sur les forums, ou même en HP, en GEM ou en CATTP, parce que les personnes, quand elles vont bien, elles s'éloignent de la psychiatrie et elles recommencent leur vie. On voit une personne qui dit « je veux tout oublier, recommencer ma vie à zéro ». Donc en fait, les patients ont jamais de modèle de réussite et de rétablissement. Et les malades qui s'en sortent disparaissent comme par magie. Et donc, Claude dit, et après on s'étonne qu'on est souvent déprimé. Donc voilà, c'est assez logique. Si vous nous entassez entre malades en souffrance et qu'on ne voit jamais pour de vrai qu'il est possible de s'en sortir, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le personnel soignant n'est pas malade. Bon, alors ça, on peut avoir quelques réserves, mais puisqu'évidemment, les soignants comme les autres sont atteints par les troubles psy. Donc non, on ne peut pas s'identifier à lui. Voilà. Donc ça, c'est ce qui explique un petit peu pourquoi est-ce que cette croyance dans l'incurabilité des troubles psychiques est autant répandue
en population générale et aussi parmi les psychiatres. Et donc les psychiatres vont imprimer cette croyance sur leurs patients et donc on voit qu'il y a une spirale délétère qui se met en route. Alors par contre, ce que je voudrais que vous compreniez vraiment aujourd'hui, c'est que l'évolution positive des troubles psychiatriques sévères est possible et même qu'elle est très répandue. Donc on sait des grandes études de cohorte, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé vision épidémiologique, qu'entre la moitié et les 2 tiers des personnes guérissent ou s'améliorent, développent des réseaux et vivent des vies satisfaisantes sur le long terme. Donc il y a toute une série d'études qui sont des grandes études en psychiatrie où on suit beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères, donc la schizophrénie, les troubles psychotiques surtout, les troubles bipolaires. Et donc ces grandes études de cohorte ont montré que même cette vision très pessimiste en particulier de la schizophrénie comme maladie incurable est tout à fait en fait contestée par les chiffres. On voit que finalement la vision clinique qui est donc la vision des psychiatres avec cette espèce de pessimisme puisque en fait Créplin parlait de démence incurable pour la schizophrénie, vraiment de critères d'incurabilité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment resté chez les psychiatres. Et les critères de rémission de la schizophrénie, finalement, ont été publiés, ont été mis en place qu'en 2003. Alors, qui c'est qui a fait bouger un petit peu cette situation? Donc, on a vu, il y a les épidémiologistes qui ont commencé à faire des études de cohorte, un certain nombre quand même de psychiatres qui avaient une vision comme ça des populations et pas une vision centrée sur l'hôpital et qui ont commencé à parler de ces possibilités de finalement d'issue positive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'en sort de ce type de troubles sévères. Mais c'est surtout les anciens patients qui sont dénominés eux-mêmes les survivors, donc les survivants de la psychiatrie, qui ont commencé à témoigner et à dire, écoutez, moi je ne m'identifie pas dans ces descriptions, et moi donc des témoignages à la première personne qui vont décrire qu'elles s'en sortent et comment est-ce qu'elles s'en sortent. Elles vont aussi décrire en parallèle comment est-ce que le système les a empêchées de s'en sortir, comment le système a bloqué leur rétablissement. Tout ça, ça se passe dans un contexte de mouvements politiques, il s'agit de mouvements qui ont émergé aux États-Unis, et donc dans la lignée des civil rights et de la revendication des individus du pouvoir d'agir pour eux-mêmes, donc Nothing About Me Without Me. Il y a eu tout un mouvement politique de mad pride, de fierté des personnes folles, qui soutenaient que ce sont les personnes concernées qui sont les plus à même de faire évoluer le système, comme ça s'est passé pour la plupart des groupes discriminés. Et donc c'est grâce à eux, c'est grâce à ces personnes, c'est grâce à ces écrivains, c'est aussi parfois à des personnes qui n'ont pas écrit. J'ai mis une petite photo de Howard Harp, qui était une personne qui avait décidé d'aller dans la rue pour s'occuper des personnes avec des troubles psychiques et qui a beaucoup marqué tout le réseau Mad Pride. Mais donc on a ici les livres de Judy Chamberlain qui faisait partie des activistes de la Mad Pride américaine, ou encore les livres de Marie-Hélène Copland qui a monté un plan de rétablissement, parce que c'est toutes des personnes qui ont à la fois témoigné de leur vécu, essayé de théoriser le rétablissement, qui ont proposé aussi des solutions pour leurs collègues, pour les autres personnes concernées. Et donc Marie-Hélène Copland, elle est à l'origine des plans de rétablissement aussi appelés le VRAP par exemple. J'ai mis aussi un livre de Pat Deegan, qui est une des personnes qui a le plus théorisé sur le sujet, qui est devenue psychologue. Aussi, par exemple, Jackie Dillon, qui est anglaise et qui a écrit sur les voix des choses très intéressantes. Des personnes aussi qui sont devenues psychiatres, par exemple Daniel Fisher, qui était en train de passer une thèse à Princeton quand il a rencontré la schizophrénie, et une fois qu'il s'en est sorti, il est devenu psychiatre et il a comme ça écrit des témoignages très intéressants, et puis il a pu voir aussi ensuite aller essayer de voir différentes
différents systèmes dans le monde. D'ailleurs, il montre très bien que dans les pays dans lesquels il n'y a pas d'hospitalisation long terme, il n'y a aussi pas de personnes chronicisées, comme on le voit dans les pays qui ont donc voilà, avec un accent sur la iatrogénie du système. Paris William aussi est lui aussi devenu psychiatre après son parcours, et donc c'est toutes des personnes qui ont témoigné, qui ont écrit, et c'est grâce à elles qu'on peut aujourd'hui parler du rétablissement et avancer un petit peu dans cette connaissance du rétablissement. Donc il y a aussi des témoignages qui ne sont pas écrits mais qui sont vraiment, je vous engage à aller voir. Donc le témoignage de Vincent de Massier qui est la personne qui est à l'origine du réseau des entendeurs de voix en France, enfin peut-être pas à l'origine mais voilà, qui fait partie des personnes vraiment très charismatiques et qui font passer voilà, leur vécu d'entendeur de voix. Donc je vous engage vraiment à aller voir son témoignage, ses témoignages sur YouTube. Voilà, Caroline Souffrant, qui est une bipolaire canadienne aussi, dont le témoignage est intéressant. Et puis Eleanor Longden, des témoignages aussi d'entendeurs de voix et tout leur parcours, toutes les souffrances, toute la difficulté qu'elles ont eue avec le système psychiatrique apparaît en creux et avec voilà, énormément c'est des témoignages qui sont très inspirants pour comprendre ce que pensent les personnes, voilà, tout le vécu, comment la manière dont elles se débattent avec les troubles, mais aussi la manière et toutes les ressources qu'elles mobilisent en elles pour s'en sortir. Il y a aussi des blogs comme Ta gueule Boris, dont je vous ai montré quelques vignettes, qui est vraiment très intéressant, ou des blogs comme Les Fous, comme des fous. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la critique, le témoignage de ces personnes, les survivors ou les ex-psychiatrisés? Alors, ils mettent en avant tout d'abord la vision stigmatisante, la vision pessimiste du corps soignant, c'est-à-dire on leur colle une étiquette et cette étiquette est très, voilà, avec vue de manière très pessimiste, et donc ça c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Ils pointent aussi l'asymétrie des relations entre le psychiatre et le patient, avec des relations de pouvoir qui sont particulièrement importantes en psychiatrie, avec tout ce qui est la négation des droits, la contrainte, voilà, le pouvoir que peut avoir le psychiatre dans la relation est quelque chose de très asymétrique, encore plus que les relations médecin-malade classiques. Et puis, vraiment la violence, le traumatisme de l'hospitalisation, le traumatisme de la médication et le caractère déshumanisant des prises en charge, infantilisant. Donc il y a des charges très violentes contre la psychiatrie, avec vraiment des vécus traumatiques réels. Il faut voir que toutes ces critiques que font les survivors s'accompagnent de propositions, et c'est ça qui est très, très intéressant. Donc à la prise en charge en tant que traumatisme, les survivors opposent des alternatives à la psychiatrie, et proposent de diversifier, qu'il n'y ait pas que l'hôpital psychiatrique comme unique voie d'engagement de prise en charge quand il y a des troubles, mais ils prônent l'engagement vers des alternatives avec évidemment beaucoup de pairs, c'est-à-dire de personnes qui ont vécu la même chose et qui peuvent comprendre les personnes en crise. Par rapport à la symétrie des relations entre psychiatre et patient, les survivors montrent l'importance de la responsabilité, de laisser le choix et que les décisions soient prises par la personne dans ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la reprise de contrôle sur soi et la reprise du pouvoir d'agir. Et puis enfin, à cette vision stigmatisante et pessimiste, ils opposent le recovery model, c'est-à-dire le modèle du rétablissement, qui est une vision optimiste. Alors, quand les personnes concernées vont rétablir leur rétablissement, elles vont tout d'abord vraiment le présenter comme un processus, comme un voyage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un traumatisme initial, une épreuve initiale, un choc, le choc de la maladie, le choc d'avoir des troubles, le choc d'avoir des symptômes, de ressentir, d'entendre des voix, de se sentir différent. Il va y avoir cette épreuve inaugurale qui est vraiment décrite comme quelque chose de choquant. Et puis à partir de là, tout un processus, tout un voyage
qui va même aller jusqu'à l'épanouissement à la fin, mais tout ça va passer par toute une transformation. C'est un parcours qui est absolument unique. Il n'y a pas un seul parcours de rétablissement qui est identique. Il va s'appuyer vraiment sur les ressources de l'individu. On ne peut jamais savoir où il va. Les personnes vont découvrir en elles des ressources qu'elles ne soupçonnaient pas. Elles vont se réorganiser, elles vont réorganiser leur identité, elles vont devoir la redéfinir en fonction de cette nouvelle donnée. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument pas linéaire. C'est-à-dire, on ne va pas d'un point A à un point B. Il peut y avoir tout un tas on ne peut pas appeler ça des rechutes parce que c'est pas comme ça que ça se voit, mais tout un tas d'épreuves à l'intérieur de ce voyage. Euh, on va tout à l'heure décrire des étapes. Ces étapes, elles ne se succèdent pas dans le temps d'une manière linéaire. Il y a des allers-retours entre ces étapes. Et tout ça, ça participe en fait à construire, à reconstruire un nouvel individu, voilà, redéfini. Donc tout ça, c'est évidemment assez loin de la rémission. Donc ça, on le verra dans l'opposition avec les modèles habituels et comment est-ce que ça réquestionne ça. Mais voilà, ce rétablissement, c'est finalement la reprise en main par les personnes concernées elles-mêmes. C'est la reprise du pouvoir d'agir à partir d'une situation où on a perdu du pouvoir d'agir. Voilà, donc c'est un petit peu, ça peut être identifié un peu avec tous les processus qui se mettent en place après le deuil. Comment est-ce qu'on se sort en fait de tout ça et toutes ces étapes qui sont profondément individuelles et qui remanient intégralement l'identité des personnes. Alors, dans les personnes qui ont théorisé un petit peu à partir de ce qui a été décrit par les usagers, il y a Mike Slade, qui est professeur au King's College, et qui a établi un certain nombre de points pour reconnaître si une personne est rétablie. Donc, une personne qui est rétablie, elle a foi en l'avenir, donc c'est l'espoir. On verra, c'est très important. Elle n'enferme pas son identité dans un diagnostic, mais elle inclut sa vulnérabilité dans la définition qu'elle peut donner d'elle-même. Donc, il ne s'agit pas de nier sa vulnérabilité, mais de l'intégrer. Elle donne du sens à sa vie, donc c'est la dimension existentielle. Donc j'oubliais avant, c'était la dimension identitaire. Elle a de l'influence sur son environnement, elle prend la responsabilité de sa vie, donc c'est l'empowerment, le pouvoir d'agir. Et enfin, en termes de connexion, dans la dimension des connexions, elle s'inscrit dans une vie sociale où les échanges interpersonnels sont des expériences en général positives et adaptées à ses besoins et capacités de gestion des conflits. Donc voilà un certain nombre d'objectifs et de manières de voir qu'une personne est rétablie. Padigan, donc en 1992, disait que la revendication des personnes concernées est celle d'une vie indépendante et d'une reprise de contrôle de celle-ci. L'objectif n'est pas de redevenir normal, mais d'embrasser la condition humaine, de devenir profondément, plus pleinement humain. Donc on voit là aussi qu'il y a absolument pas d'idée de revenir à un point normal. La normalité n'est pas intéressante, le retour à l'origine n'est plus intéressant, mais plutôt une rencontre vers soi-même en devenant, se débarrassant d'un certain nombre de choses. C'est aussi ce qu'on voit dans le deuil, ce qu'on voit parmi les personnes qui se remettent de cancer, de maladies graves. Voilà. Et avant tout, la revendication d'empowerment, d'autonomie, de reprise de contrôle sur sa vie. Ça, c'est le discours très fort qui est porté par les personnes qui ont des troubles psy et quelque chose qu'il ne faut absolument jamais oublier. Si on doit continuer à essayer de faire rentrer ce processus très individuel dans des cases, comme on l'avait vu avec Mike Slade, on voit aussi avec Andreasen, qui est une des autres personnes très importantes. Donc en 2003, ça fait partie des chercheurs qui vont identifier les critères de rémission de la schizophrénie. Donc ils identifient aussi un certain nombre d'étapes. Voilà, une fois de plus, elles ne sont pas linéaires, elles ne se succèdent pas dans le temps, mais ça permet aux psychiatres, on le verra dans un prochain cours, de se repérer aussi, d'essayer de comprendre ce que traversent les personnes.
La première étape, c'est une étape qu'on appelle le moratoire. C'est quand les personnes, par rapport à ce qui arrive, se sentent impuissantes, elles perdent de l'espoir, elles ne comprennent pas ce qui arrive. C'est quelque chose qui est extrêmement angoissant. Pour elles reprennent à leur compte les mauvaises images de la société, les représentations négatives de la société. Et pour elles, être malade, c'est être fou, être fichu, être dépendant de la psychiatrie, enfin tout ce qui peut, toutes ces représentations. Et donc du coup, évidemment, elles refusent d'être malades puisqu'elles ne peuvent pas s'identifier, elles ne peuvent pas identifier la condition dans laquelle elles sont avec cette représentation-là. Et donc du coup, dans ce rejet, dans cette espèce de phase d'incompréhension qui arrive, les personnes refusent d'être malades et donc on peut appeler ça une phase de déni ou de retrait, d'évitement. Donc voilà, elles mettent en place un certain nombre de défenses euh, pour refuser cette réalité, ces symptômes, pour refuser ce qui arrive. On décrit ensuite une deuxième étape, c'est une étape qu'on appelle la conscience. C'est le moment où les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas, elles ne réduisent pas à cette maladie, elles ne se réduisent pas à un diagnostic, elles ne se réduisent pas à des symptômes et elles ont une identité propre qui n'est pas, ces symptômes-là. Et c'est là qu'apparaissent les premiers signes d'espoir. Elles peuvent se rendre compte qu'elles peuvent en fait vivre avec un certain nombre de troubles sans que cela finalement corrompe leur identité. Donc là, il faut vraiment encourager l'espoir. Et ensuite, se succède une phase de préparation, voilà, où les personnes finalement commencent à construire des projets. Elles vont avoir, elles vont finalement être obligées, parce qu'elles ont traversé de difficiles, d'être plus conscientes de leurs forces et de leurs faiblesses, et elles vont pouvoir comme ça commencer à tisser quelque chose, et elles vont prendre confiance, cette confiance qui vient quand elles connaissent un petit peu mieux les troubles, le contexte, les ressources auxquelles elles peuvent recourir, et aussi qu'elles ont développé un certain nombre de stratégies. Donc finalement, ça, c'est aussi un nouveau pas vers le rétablissement. Le pas supplémentaire, la quatrième étape, c'est une étape de reconstruction, qui est une phase de travail, une phase où la personne va cultiver les aspects positifs et intégrer sa vulnérabilité. Elle va faire avec et elle va prendre la responsabilité sur le contrôle de sa vie. Voilà, c'est une phase d'empowerment actif. Et puis, la cinquième phase du rétablissement, c'est la phase de croissance, qui est finalement un stade où la personne a atteint un stade de résilience. Elle a une attitude positive, elle a confiance en ses capacités et finalement, avec la redéfinition de son identité, elle s'est épanouie. Voilà, donc ça, c'est les 5 étapes du rétablissement, ces 5 étapes que traversent les personnes qui se rétablissent. Elles ne sont pas linéaires. Qu'est-ce qui favorise ce rétablissement? Maintenant qu'on a vu que le rétablissement existe, il a été décrit par des personnes, il a été théorisé, on a essayé de le rentrer dans des cases. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur le rétablissement? Ce qu'on peut apprendre, c'est que le rétablissement peut être favorisé, comme il peut être empêché. Donc ce qui favorise le rétablissement, d'après les usagers, c'est donc ça a été mis en forme comme ça, sous la forme d'une étoile, l'étoile du rétablissement. C'est de savoir gérer sa santé mentale, donc c'est en autogestion, d'avoir une vie autonome. On a vu la revendication d'autonomie, de mener une vie indépendante est particulièrement importante, de développer des réseaux sociaux, une vie sociale satisfaisante, l'emploi. Évidemment, le fait de travailler est quelque chose qui a vraiment une part très importante dans la vie des personnes. Ça redonne énormément de courage et d'espoir. Et ça permet comme ça de mieux se rétablir. Les relations personnelles, les conduites addictives qui peuvent être aussi des choses qui peuvent aider les personnes à se rétablir, comme elles peuvent ne pas les aider à se rétablir. Ça dépend vraiment de la manière dont elles sont gérées. Le fait de prendre des responsabilités, c'est quelque chose de très important pour se rétablir. Et la redéfinition de l'identité, le fait d'avoir confiance en soi, une bonne estime de soi, la confiance et l'espoir. Donc tout ça, c'est un certain nombre de choses
qui concourent au rétablissement des personnes concernées. Alors, dans ce qui a été publié, dans les études qui ont été faites pour montrer qu'est-ce qui favorisait le rétablissement, alors il y a plusieurs choses assez intéressantes. Donc la première a été tirée aussi par Padigan elle-même. Donc c'est finalement ce qu'elle a appelé la personal medicine, donc l'élaboration d'une médecine personnelle. Donc finalement c'est le fait de pouvoir soi-même prendre soin de soi, c'est-à-dire d'avoir des espaces donc autodéterminés, c'est-à-dire où la personne est en capacité de prendre soin d'elle-même grâce à tout un tas de petites choses qu'elle aura mises en place. Donc il ne s'agit pas forcément de choses médicales, mais c'est des moyens d'agir sur sa propre santé. C'est très très variable en fonction d'une personne à l'autre. Nous, au centre de formation rétablissement, c'est quelque chose qu'on voit très très bien se mettre en place chez les personnes qui se rétablissent. Andreasen, lui, mettait l'accent sur la découverte de nouvelles valeurs. Donc, c'est-à-dire que finalement, le fait de ce parcours intérieur va permettre de se débarrasser de choses qui étaient superflues, d'aller au plus profond de soi-même, de se découvrir et de découvrir des nouvelles valeurs. Et les valeurs sont quelque chose de très important en fait. Vraiment, ce voyage intérieur va entraîner des découvertes qu'il faut qu'on peut tout à fait, on peut tout à fait encourager les personnes qu'on suit dans ce sens-là. Topor mettait en évidence aussi le fait que plus les personnes ont des modèles explicatifs compliqués de leurs troubles, et finalement plus elles se rétablissent. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réduire la compréhension de ce qui arrive aux personnes à un seul modèle. C'est-à-dire ça ne peut être qu'une maladie, ou alors ce n'est qu'une explication traumatique, ou alors ce n'est que quelque chose, je sais pas, de religieux, d'existentiel. Enfin, il peut y avoir tout un tas de modèles explicatifs qu'ont les personnes pour expliquer ce qui leur arrive. En fait, ça serait une erreur, selon Topor, finalement, de réduire tout ça. Et le fait d'avoir quelque chose de compliqué, d'adapté à soi, qui pioche dans plusieurs registres, est probablement ce qui aide le plus les personnes. Et enfin, finalement, l'acceptation de la maladie et le maintien d'une insertion sociale satisfaisante sont mis en évidence par Davidson, qui est lui aussi une personne très importante dans ce mouvement du rétablissement. L'acceptation de la maladie, c'est-à-dire finalement de dépasser cette phase de moratoire, cette phase de déni, c'est-à-dire de dire oui, effectivement j'ai des troubles, mais je peux faire quelque chose à partir de là en les intégrant et en allant plus loin. Voilà, le maintien d'une insertion sociale satisfaisante, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les études. Il s'agit vraiment des piliers essentiels même en termes d'identité individuelle. Donc vraiment l'insertion sociale. Voilà, donc tous ces facteurs, c'est des facteurs qui favorisent le rétablissement. Donc si on peut favoriser le rétablissement, on peut aussi l'entraver. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes parce qu'on voit que ça ne relève pas que évidemment de l'individu. Donc là, je récupère une slide qui a été faite par un réseau qui s'appelle Recovery in the Bean, qui est un réseau qui conteste le rétablissement, puisqu'il admet finalement que le rétablissement est une notion très individuelle. Et Recovery in the Bean montre que finalement il y a beaucoup de choses qui ne sont pas que de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais qui sont bien politiques. Et effectivement, sans logement, sans droit, quand on est pauvre, c'est plus difficile de se rétablir. Et donc je pense que c'est très important de voir que c'est un combat aussi politique, puisqu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut agir. Donc tout ce qui est de l'ordre de discrimination, racisme, sexisme, homophobie, transphobie, grossophobie, toutes les putophobies, enfin toutes les discriminations qu'on peut voir. Évidemment, tout ce qui est lié au logement, à l'emploi, à l'inégalité économique et puis évidemment au droit. Ce sont des choses sur lesquelles on peut agir par l'action politique. À un niveau plus qu'est-ce qu'on peut faire en consultation, évidemment, il faut faire très attention aux messages démoralisants. Donc ça, c'est aussi Pat Deegan qui a mis ça en évidence en parlant de micro-agressions qui entraînent des crises d'espoir. Le fait de dire il est chronique, elle est chronique, voilà, enfin,
il peut oublier le travail, il n'ira jamais mieux, ne changera jamais. Ou alors, oh, pour un schizophrène, vous allez bien. Ah, c'est dommage que les médicaments bloquent votre désir, mais c'est plus important pour vous que vous preniez les médicaments pour contrôler vos symptômes. Ou alors, c'est important que vous soyez consciente que vous aurez ces médicaments à vie. Tout ça, c'est des micro-agressions. Il faut vraiment faire très attention à ces messages démoralisants. On devrait absolument les bannir. Donc, par exemple, j'ai repris une petite vignette du blog Ta gueule Boris. Quand on me dit que pour une schizo, je suis sympa, pour quelqu'un qui a une carence en vitamine D, vous êtes sympa aussi. Enfin, il y en a plein, il y a plein d'autres exemples dans ce blog que je vous invite à fréquenter. Et donc, nous arrivons un petit peu à l'approche comparative et on va essayer de voir en quoi l'approche rétablissement permet de rénover l'approche médicale ou permet au moins de se décaler, de changer de paradigme par rapport à l'approche médicale. Alors, si on reprend en termes de définition, la définition des troubles psy dans l'approche médicale, elle est liée à des cadres sémiologiques, elle est liée à des cadres populationnels, c'est une étiquette. Alors que dans l'approche rétablissement, la définition, elle est très personnelle. L'objectif aussi diffère. Dans l'approche médicale, l'objectif, c'est la rémission clinique, la prévention des rechutes, alors que dans l'approche rétablissement, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, qui est une vie satisfaisante et pleine de sens. Dans le rétablissement, c'est un processus. Dans l'approche médicale, c'est un but. La rémission clinique, le fait de revenir en arrière. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très différent. Qui évalue l'atteinte de l'objectif? Ça, c'est quelque chose d'absolument central dans le rétablissement. Dans le rétablissement, c'est la personne qui décide que sa vie est satisfaisante et pleine de sens. C'est elle qui décide qu'elle a atteint son objectif et qu'elle est rétablie. Alors que dans l'approche médicale, c'est le médecin qui, par la clinique, évalue la rémission clinique des personnes. Dans l'approche médicale, la vision des troubles est souvent très pessimiste, alors que dans l'approche rétablissement, elle est optimiste et elle entretient l'espoir, elle se permet d'avoir des fréquentations avec les valeurs morales. On est vraiment sur quelque chose aussi sur la vision des troubles qui est très différent. Les dynamiques, c'est-à-dire que dans l'approche médicale, finalement, on va mesurer le présent en fonction du passé. Les dynamiques de l'approche médicale vont être tournées vers le passé. On va dire la personne elle a un déficit, elle a rechuté, elle s'est maintenue. C'est-à-dire qu'on prend la norme du passé comme étant une espèce d'objectif du futur. Alors que dans l'approche rétablissement, on est vraiment tourné vers l'avenir. On est sur quelque chose de l'ordre de la transformation, on pense que l'avenir est plus fort et on a une approche par les forces. On n'essaye pas de revenir au passé, on n'essaye pas de, même s'il va falloir faire un deuil du passé, mais on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment tourné vers les forces, c'est vraiment là, assez opposé en termes de dynamique. Comment est-ce que l'approche médicale voit la rechute? Finalement comme un échec. Alors que dans une approche rétablissement, la rechute est prise en compte, c'est une expérience pour apprendre. C'est une opportunité pour la personne d'apprendre quelque chose de nouveau sur elle-même, sur ce trouble qui l'atteint. En termes d'éthique, l'approche médicale met vraiment l'accent sur la bienveillance. La personne est vulnérable, on doit agir pour son bien. Alors que l'approche rétablissement met vraiment l'accent sur l'autonomie. On sait que en médecine, et en particulier en psychiatrie, on est tout le temps en train de faire cette petite balance, enfin même pas qu'en psychiatrie, aussi dans ce qui est de l'ordre du soin à la personne, mais on fait, y compris le travail social, on fait tout le temps une petite balance entre bienveillance, autonomie. Clairement, les approches rétablissement se placent du côté de l'autonomie. Les personnes, elles doivent être en situation de choix, de prendre des responsabilités, ce qui peut aller jusqu'à prendre des risques, évidemment. Dans l'approche médicale, la vision des soins est plutôt du côté du cure que du care, donc plutôt du traitement que du prendre soin, alors que dans les approches rétablissement, c'est plus large, c'est-à-dire que finalement le rétablissement peut se produire sans soin, donc ce n'est pas que le traitement, que ce qui est cure, mais ce n'est pas non plus que le care tout seul. C'est beaucoup plus large, c'est pas quelque chose de mou. On peut avoir besoin de traitement, il peut y avoir des luttes politiques liées au rétablissement.
Et enfin, les outils de l'approche médicale sont une offre de soins, tout ce qui est thérapeutique. Vous reconnaissez une approche médicale au fait que c'est thérapeutique, thérapeutique. Les approches rétablissement sont beaucoup plus larges. Tout le monde est concerné par le rétablissement, puisque les outils du rétablissement, c'est l'inclusion sociale, le droit, en particulier le droit commun, la lutte contre la stigmatisation. On continue avec la relation avec le système de soins. Donc dans l'approche médicale, la relation elle est tournée vers l'assistance. Il y a une asymétrie entre le soignant et le soigné. Dans les approches rétablissement, on est sur quelque chose de très différent. Des relations qui sont tournées vraiment vers le partenariat. On n'est pas dans de l'assistance, on est dans du partenariat. Par exemple, un psychiatre peut être comme moi, peut être très content d'être utilisé par un patient, parce que ça veut dire que la personne, peut être en relation de partenaire, mais on peut aussi être en relation d'outils. On devrait être là pour être des outils du rétablissement des personnes. Alors que dans l'approche médicale, quelque chose comme ça pourrait être considéré comme de la manipulation, donc mal vécu par le médecin. La posture de la personne dans l'approche médicale, on est sur quelque chose de très passif, une posture de patient. Le patient, il est en position, on lui prescrit son traitement, c'est quelque chose d'extérieur. Alors que dans les approches rétablissement, on est sur quelque chose d'actif. La personne, elle prend le contrôle de sa vie et se comporte comme un citoyen. On est dans un rôle tout à fait différent, le rôle de patient versus un rôle de citoyen. Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument par cœur sur le rétablissement? Une définition, donc la définition d'Anthony par exemple. Le rétablissement est un processus unique, profondément individuel, consistant à faire évoluer ses attitudes, ses valeurs, ses buts, ses compétences et ses rôles. C'est la possibilité de vivre une vie satisfaisante, contributive et pleine d'espoir en dépit des limitations de la maladie. Le rétablissement implique de développer de nouveaux sens, de nouvelles significations et de nouveaux buts dans sa vie pour qu'elle s'épanouisse au-delà des effets catastrophiques de la santé mentale, de la maladie mentale. Pardon. J'ai un petit peu tout ce dont on a parlé. Petit moyen mémotechnique et quelque chose qui est aussi facile à retenir, c'est ce qu'on appelle les principes du rétablissement avec l'acronyme ESPER. Donc E pour espoir. La personne qui connaît des difficultés de santé mentale se rétablit autant que possible, atteint un état de rétablissement stable et entreprend de réaliser ses rêves et ses objectifs. Donc il faut vraiment, peut-être la définition est moins importante que retenir le terme espoir. S pour soutien. En travaillant sur son propre rétablissement, savoir accepter le soutien d'autrui, savoir aider autrui, aide à se sentir mieux et améliore sa qualité de vie. C'est difficile pour les personnes d'accepter d'être soutenues, de pouvoir soi-même se soutenir et aider les autres. Le plaidoyer pour soi-même, c'est le fait de pouvoir communiquer avec les autres de façon efficace pour obtenir ce dont on a besoin, ce qu'on veut et ce qu'on mérite pour continuer à aller bien et à se rétablir. On va être en capacité d'être en situation de plaidoyer pour soi-même. Éducation, apprendre tout ce qu'on peut sur ce que l'on éprouve afin de pouvoir prendre les bonnes décisions concernant tous les aspects de la vie. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos sur YouTube et tout ça va prendre énormément de relief. Les personnes qui apprennent le plus sur elles-mêmes et qui apprennent aussi le plus à travers de la psychoéducation, à travers les échanges avec leur père, sont les personnes qui vont avoir le plus d'outils finalement pour se rétablir. Et enfin, la responsabilité, le R de responsabilité, c'est très important. Il incombe à chacun, avec l'aide des autres, d'agir et de faire ce qu'il faut pour continuer à aller bien. C'est aussi de la responsabilité de la personne d'aller bien et aussi parfois de faire des mauvais choix qui peuvent l'entraîner une rechute ou le fait d'aller mal, mais c'est de la responsabilité aussi de la personne. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ce cours? Alors, tout d'abord, le plus important, c'est possible de se rétablir. Le rétablissement, c'est un processus hautement singulier qui transforme l'identité et qui permet de reprendre le contrôle de sa propre vie. Le rétablissement, il peut être favorisé ou entravé. C'est hyper important de maintenir l'espoir. L'espoir,
c'est contagieux. Il faut absolument que vous gardiez en vous toujours l'espoir. Plus vous verrez de patients, plus vous rencontrerez de personnes rétablies et plus ça sera quelque chose qui se matérialisera concrètement. Il ne faut surtout pas réduire les personnes à leurs troubles, d'accord? C'est très important. Attention au diagnostic, attention aux étiquettes, c'est des personnes avant tout, et ensuite qui sont confrontées avec une difficulté qui est ce trouble. C'est des personnes qui sont remaniées par ce trouble et qui vont vraiment devoir s'affronter à ça. Et donc, c'est vraiment contre-productif de réduire, d'être réductionniste à ce sujet. Attention. Euh, c'est important aussi de favoriser la complexité dans les modèles explicatifs qu'ont les personnes à propos d'elles-mêmes. C'est enfin très important de respecter l'autodétermination et c'est très important de respecter les stratégies adaptatives des personnes. Voilà, on peut très vite décompenser. Il y a beaucoup dans cet remaniement du sujet, il va y avoir des stratégies qui vont être testées, il va y avoir des adaptations qui vont se mettre en place. Ces adaptations, elles ont peut-être un intérêt. Peut-être quand on comprend rien, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut se laisser un petit peu le temps d'évaluer ces stratégies et que les personnes puissent construire quelque chose par-dessus. Parfois, on est sur des stratégies adaptatives intermédiaires, qui ne sont pas encore finalisées, mais voilà, c'est très important. Les personnes, elles vivent elles-mêmes les choses et c'est elles-mêmes qui vont trouver la solution, qui vont trouver les stratégies les plus adaptées. Je vous conseille de lire le numéro spécial de Rhizome sur le rétablissement qui est gratuit et en ligne via le site de l'Orsper au Vinatier. Évidemment, tous les livres de Pat Deegan, des usagers dont on a parlé. Donc, en français, il y a aussi le livre de Tim Grisson et d'Emmanuel Jouette pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie, Rétablissement, Inclusion, Social Empowerment. Et puis enfin, vraiment, je vous conseille d'aller voir les témoignages dont je vous ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est quelque chose de crucial. J'espère que dans le module de rétablissement, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes rétablies et tout autour de votre carrière et de votre vie. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi Bouclette pour son blog Ta gueule Boris qui est vraiment excellent.